Mes parents ont mis mon nom sur le prêt hypothécaire de 320 000 $ de mon frère sans me le dire. Alors, j'ai pris des mesures qui les ont confrontés à une conséquence qu'ils n'avaient jamais imaginée. Je suis un ingénieur en mécanique de 31 ans pour une grande compagnie pétrolière à Houston. Je gagne environ 165 000 $ plus des bonus. J'ai grandi dans la classe moyenne mais j'ai travaillé d'arrache-pied pour arriver là où je suis. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université Texas A&M. J'ai été diplômé magna cum laude. Depuis, je gravis les échelons de l'entreprise. Ma dynamique familiale est compliquée. Mon père est un électricien à la retraite. Ma mère a travaillé comme secrétaire d'école jusqu'à sa retraite. Ce sont de bonnes personnes, mais ils ont un énorme point aveugle, mon jeune frère, Danny. Danny a 27 ans et est dépendant au jeu depuis l'université. Ça a commencé avec le football fantasy, puis le poker en ligne, les paris sportifs, et enfin des voyages au casino en Louisiane tous les week-ends. Ce type ne peut pas passer devant un ticket à gratter sans en acheter 5. Il a dilapidé l'héritage de nos grands-parents, a épuisé toutes les cartes de crédit qu'il a jamais eues et a emprunté de l'argent à tous ceux qui ont été assez stupides pour lui en prêter. Mais voici le truc avec les dépendants au jeu, ce sont des manipulateurs experts. Danny pourrait vous convaincre que le ciel est vert si cela lui permettait d'obtenir de l'argent pour son prochain pari. Je l'ai vu raconter des histoires sur des investissements au coup sûr, des tuyaux d'initiés de ses amis bookmakers, et des combines élaborées de comptage de cartes qui n'ont jamais fonctionné. Et nos parents, ils tombaient dans le panneau à chaque fois. Il va mieux. Il va à des réunions maintenant. Cette fois, c'est différent. Il a juste besoin d'une autre chance. J'avais tout entendu. Le cycle était toujours le même. Danny perdait gros, venait pleurer auprès de maman et papa avec une histoire larmoyante sur le loyer ou des réparations de voitures. Il lui donnait de l'argent, et en une semaine, il avait tout flambé sur des sites de paris en ligne. Puis le cycle recommençait. Je me souviens d'un Noël où Danny est arrivé avec des cadeaux chers pour tout le monde, du parfum de marque pour maman, un ensemble d'outils sophistiqués pour papa, des écouteurs haut de gamme pour moi. Il s'est avéré qu'il avait gagné gros sur un pari combiné de football et avait décidé de jouer au fils généreux. 2 semaines plus tard, il demandait à emprunter de l'argent pour les courses. C'est pourquoi j'ai déménagé à Houston après l'université et j'ai gardé mes distances. J'envoyais de l'argent à la maison pour l'anniversaire de maman ou pour Noël, mais j'ai appris très tôt à ne pas m'impliquer dans les désastres financiers de Danny. Chaque fois que j'essayais d'aider, l'argent disparaissait simplement dans un casino en ligne ou une application de paris sportifs. C'était ma plus grande erreur. C'était un jeudi matin, 8h15. Je suis dans mon camion en route vers un chantier quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu avec un indicatif régional local. Normalement, je l'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais nous avions des entrepreneurs qui appelaient pour un gros projet, alors j'ai décroché. Monsieur Rodriguez, ici Patricia de la First National Bank. Je vous appelle concernant votre compte de prêt hypothécaire pour la propriété au 1247 Oak Valley Lane. Votre compte a maintenant 75 jours de retard, et nous devons discuter d'un paiement immédiat pour éviter une procédure de saisie. Je me suis garé sur le bord de la route. Madame, je pense que vous vous êtes trompé de numéro. Je n'ai pas de prêt hypothécaire avec votre banque. Monsieur, selon nos dossiers, vous vous êtes porté co-emprunteur pour un prêt hypothécaire de 320 000 $ en mars de l'année dernière. La propriété est enregistrée au nom de Daniel Rodriguez, et vous êtes listé comme co-emprunteur et garant. 123. Mon sang se glaça. Danny. Oak Valley Lane se trouvait dans le lotissement où vivaient mes parents, à environ 3 pâtés de maison de chez eux. Je connaissais cette rue. C'était l'un des nouveaux développements avec des maisons dans la gamme des 300 000 $, bien plus que ce que Danny pourrait jamais se permettre avec ses revenus sporadiques issus des petits boulots qu'il réussissait à garder quelques semaines. Madame, je n'ai jamais rien co-signé. Je ne suis même jamais allé dans votre banque. Je comprends votre confusion, monsieur Rodriguez, mais nous avons toute la documentation ici, votre signature, votre numéro de sécurité sociale, la vérification de votre emploi, vos relevés de revenus. Le prêt a été approuvé sur la base de votre solvabilité en tant que co-emprunteur. 123. C'est une fraude. J'ai besoin que vous m'envoyiez par courriel tous les documents que vous avez immédiatement. Elle hésita. Monsieur, je ne peux pas simplement envoyer des documents financiers sensibles à quelqu'un sans vérification appropriée.
Madame, si quelqu'un a falsifié ma signature pour obtenir un prêt de 320 000 $, c'est un crime fédéral. Soit vous m'envoyez ces documents tout de suite, soit j'appelle le FBI et votre banque fera partie d'une enquête criminelle. Cela a attiré son attention. Laissez-moi d'abord vérifier votre identité, puis je pourrai envoyer les documents. 10 minutes plus tard, les documents sont arrivés dans ma boîte de réception. J'étais assis dans mon camion sur un parking de Whataburger, regardant l'écran de mon téléphone avec incrédulité. 4. Il y avait mon nom imprimé clairement, Miguel Rodriguez, mon numéro de sécurité sociale, mes informations professionnelles. Nom de l'entreprise correct, titre de poste correct, salaire correct. Une signature qui ressemblait exactement à la mienne, même une copie de mon permis de conduire. Mais je n'avais jamais vu aucun de ces documents de ma vie. Le prêt hypothécaire était pour une maison à 3 pâtés de maison de mes parents. L'emprunteur était Daniel Rodriguez, mon frère. Le co-emprunteur, c'était moi. Le montant du prêt était de 320 000 $ avec un paiement mensuel de 2 387 $. L'acompte avait été de 25 000 $. J'ai parcouru la section de vérification de l'emploi. Quelqu'un avait appelé le service des ressources humaines de mon entreprise en se faisant passer pour un agent de crédit et avait vérifié mon emploi, mon salaire et ma durée de service. La documentation semblait tout à fait légitime, mais l'analyse de la signature que j'ai faite sur mon téléphone racontait une autre histoire. La signature ressemblait, mais la pression du stylo était mauvaise. La façon dont le M de Miguel était courbé était légèrement différente. Quelqu'un s'était entraîné à faire ma signature, probablement en utilisant des exemples de cartes d'anniversaire ou de chèques de Noël que j'avais envoyés à la maison au fil des ans. J'ai appelé le travail pour me dire malade et j'ai conduit directement chez mes parents. Cela ne pouvait pas attendre. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je me suis juste présenté à 11 h avec un dossier plein de documents bancaires imprimés et une application d'enregistrement prête sur mon téléphone. Maman a ouvert la porte en peignoir, l'air surprise. « Miguel, qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi n'es-tu pas au travail ? Nous devons parler. Où est papa ? Où est Danny ? Ton père est dans le garage en train de travailler sur la tondeuse de Madame Peterson. Danny est au travail. Enfin, il a dit qu'il avait un entretien d'embauche ce matin. Typique de maman, toujours à trouver des excuses pour Danny. Un entretien d'embauche qui n'existait probablement pas. Va chercher papa maintenant et appelle Danny. Dis-lui de venir ici immédiatement. Le visage de maman devint pâle. Elle connaissait ce ton. Je l'avais utilisé exactement 2 fois auparavant. Une fois quand j'ai surpris Danny en train de voler de l'argent dans son sac à main pour des billets de loterie. Et une fois quand j'ai découvert que papa prêtait de l'argent à Danny pour couvrir ses dettes de jeu. Papa est entré du garage, s'essuyant la graisse des mains. Miguel, qu'est-ce qui se passe ? Fils, on dirait que quelqu'un est mort. J'ai étalé les documents du prêt hypothécaire sur la table de leur cuisine. La même table où nous avions eu des dîners de famille pendant 20 ans, où papa m'avait appris à tenir un chéquier. J'ai besoin que l'un de vous m'explique comment Danny a obtenu un prêt hypothécaire de 320 000 $ avec moi comme co-emprunteur alors que je n'ai jamais rien signé. Le silence était assourdissant. Le visage de papa devint blanc. Maman s'assit lourdement, sa tasse de café tremblant dans ses mains. Miguel, commença papa, puis s'arrêta. Ne le fais pas. Ne le fais tout simplement pas. Dites-moi la vérité tout de suite. Maman se mit à pleurer. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Danny allait perdre la maison. La banque a dit qu'il avait besoin d'un co-emprunteur avec un meilleur crédit. Alors, vous avez falsifié ma signature ? Nous n'avons rien falsifié, dit papa rapidement. Nous avons signé pour toi en tant que tes parents. Nous pensions que nous en avions le droit. Vous en avez le droit, papa ? J'ai 31 ans. Tu aurais dit non, murmura maman. Et comment que j'aurais dit non ? C'est à ce moment-là que Danny est entré. Il a jeté un coup d'œil au papier et son visage m'a tout dit. Pas de surprise, juste de la résignation. Oh, c'est à propos de la maison. Oui, Danny, la maison de 320 000 $ que tu as achetée en utilisant mon crédit sans ma permission. Il haussa les épaules et prit un soda dans le réfrigérateur comme si nous discutions de la météo. J'allais te le dire un jour. Tu allais me dire que tu as commis une fraude ? Ce n'est pas une fraude, mec.
On est de la famille. En plus, j'ai fait les paiements. Il ouvrit le soda avec cette même attitude arrogante qu'il avait depuis le lycée. J'ai regardé l'avis de la banque. Danny, tu as 75 jours de retard. C'est temporaire. J'ai eu de la malchance au casino le mois dernier, mais la March Madness arrive et j'ai ce système. De la malchance au casino? Danny, es-tu sérieusement en train de me dire que tu es en retard sur un paiement hypothécaire parce que tu as joué l'argent? Papa intervint. Miguel, tu ne comprends pas. Danny a ce nouveau système pour parier sur les sports. C'est calculé, scientifique. Un système pour jouer? Papa, la dépendance au jeu n'est pas une carrière. Ce n'est pas du jeu, dit Danny sur la défensive. C'est de l'investissement. J'étudie l'analyse sportive, la théorie des probabilités. J'ai gagné 12 000 $ rien que ce mois-ci. Si tu as gagné 12 000 $, pourquoi le prêt hypothécaire est-il en retard? Parce que j'ai réinvesti les gains. Il faut penser à long terme, Miguel. Je constitue un capital pour des paris plus importants. Je fixais mon frère. Il était complètement sérieux. Dans son esprit, il était une sorte de génie financier, pas indépendant au jeu qui venait de faire défaut sur un prêt hypothécaire frauduleux. Danny, combien dois-tu en dette de jeu en ce moment? Il regarda maman et papa, puis de nouveau moi. Peut-être environ 30 000 $, mais ce n'est que du crédit à court terme. Une fois que mon système paiera. 30 000 $? Miguel, s'il te plaît, ne crie pas, dit maman. Les voisins vont t'entendre. Maman, je me fiche des voisins. Ton fils a 30 000 $ de dette de jeu et il fait défaut sur un prêt hypothécaire qu'il a frauduleusement mis à mon nom. Nous trouverons une solution, dit papa. Comme toujours. Non, nous ne trouverons pas de solution. J'appelle la banque et je leur dis que c'était une fraude. Tu ne peux pas faire ça, dit maman, paniquée. Danny pourrait aller en prison. Bien. C'est peut-être exactement ce qui doit arriver. Danny parut enfin inquiet. Miguel, allez, mec. La famille ne fait pas ça à la famille. La famille ne commet pas de fraude contre la famille non plus, Danny. Écoute, je vais rattraper les paiements. Donne-moi juste quelques mois. J'ai cette nouvelle stratégie pour la saison de baseball. J'ai commencé à ranger les documents. Danny, tu joues depuis 8 ans. Tu n'as jamais eu de stratégie qui ait fonctionné. Tu es indépendant. Je ne suis pas indépendant. Je suis un investisseur qui a eu de la malchance. Papa, dis-je, et si nous aidions avec les paiements? Ta mère et moi pourrions prendre une deuxième hypothèque, utiliser notre épargne retraite. Papa, tu es à la retraite avec un revenu fixe. Tu ne peux pas te permettre un paiement hypothécaire de 2400 $. Nous trouverons une solution. J'appelle la banque demain pour signaler cela comme une fraude. Ensuite, j'appelle la police. Maman se mit à pleurer plus fort. S'il te plaît, n'envoie pas ton frère en prison. Maman, Danny s'est envoyé en prison à la minute où il a falsifié ma signature. Nous avons falsifié ta signature, dit papa doucement. Si quelqu'un va en prison, ça devrait être nous. Je regardais mon père. Cet homme qui avait travaillé dans la construction pendant 30 ans, qui m'avait enseigné l'intégrité, qui n'avait jamais pris de raccourci de sa vie. Papa, pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que c'est notre fils, Miguel. Et parfois, on fait des choses stupides pour ses enfants quand on les aime. Même si ça détruit la vie de ton autre fils? Papa baissa les yeux sur ses mains. Nous pensions que tu ne le découvrirais jamais. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Demanda maman. Chercher un avocat et ensuite appeler le FBI. Miguel, s'il te plaît, dit Danny, me suivant. Donne-moi juste une autre chance. J'irai en cure de désintoxication. Ce que tu veux. Je me suis retourné. Danny, combien de dernières chances as-tu eu? Combien de fois maman et papa t'ont-ils sorti d'affaires? C'est différent. C'est toujours différent, Danny, mais ce n'est jamais vraiment différent. Je suis sorti et j'ai conduit chez moi, mais je n'ai pas appelé le FBI cette nuit-là. Au lieu de cela,
Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à faire des recherches sur la fraude hypothécaire, la responsabilité du co-emprunteur et mes options légales. Ce que j'ai découvert allait tout changer. Le lendemain matin, j'ai de nouveau appelé pour me dire malade et j'ai conduit au centre-ville de Houston pour rencontrer un avocat spécialisé dans la fraude financière. La consultation m'a coûté $400, mais c'était le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Le cabinet d'avocat se trouvait dans l'une de ces tours de verre du centre-ville, tout en marbre et acajou avec des diplômes au mur. Mon avocat était vif, la cinquantaine, costume cher, le genre de type qui avait probablement envoyé quelques criminels en col blanc en prison fédérale. Monsieur Rodriguez, dit mon avocat après avoir examiné tous les documents, c'est un cas classique de fraude hypothécaire. Votre signature a été falsifiée. Votre revenu a été faussement déclaré sans votre consentement, et vous n'avez jamais accepté d'être co-emprunteur. C'est un crime fédéral passible de sanctions sévères. Quelles sont mes options? Vous pouvez le signaler comme une fraude et laisser les autorités enquêter et poursuivre les membres de votre famille. Vous serez retiré du prêt et ne serez pas légalement responsable de la dette. Et si je ne le signale pas? Alors vous êtes légalement responsable d'un prêt hypothécaire de $320 000 pour une maison que vous ne possédez pas, dans laquelle vous ne vivez pas, et que vous n'avez jamais voulu. Si votre frère fait défaut, ce qu'il a déjà fait, la banque peut se retourner contre vous personnellement pour le montant total plus les pénalités et les intérêts. Peuvent-ils saisir mon salaire? Absolument. Ils peuvent prendre votre maison, votre voiture, geler vos comptes bancaires, détruire votre code de crédit. Vous seriez financièrement dévasté. Compte tenu de vos revenus, ils saisiraient probablement le montant maximum autorisé par la loi jusqu'à ce que la dette soit satisfaite. Je me suis adossé dans son fauteuil en cuir et j'y ai réfléchi. Que arrive-t-il à ma famille si je le signale? Vos parents et votre frère feraient probablement face à des accusations fédérales pour complot en vue de commettre une fraude hypothécaire. Nous parlons d'une peine de prison potentielle, peut-être de 2 à 5 ans chacun, en fonction de leurs antécédents criminels et de leur niveau de coopération avec les autorités. Et la maison? La banque entamerait une procédure de saisie immédiate. Votre frère perdrait la propriété et devrait probablement encore de l'argent si elle se vendait moins que le solde de l'hypothèque. J'ai remercié mon avocat et je suis rentré chez moi pour réfléchir. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fait des recherches en ligne sur l'historique de jeu de Danny. Ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. Danny avait des comptes actifs sur au moins 6 sites de paris sportifs en ligne différents. Ses réseaux sociaux étaient pleins de captures d'écran de grosses victoires. Mais si l'on regardait attentivement les dates et le contexte, les victoires étaient toujours suivies de messages sur le besoin d'argent pour le loyer, les réparations de voitures ou d'autres urgences. J'ai trouvé un forum où les gens parlaient de dettes de jeu et de stratégies pour emprunter de l'argent. Danny y avait posté sous un pseudonyme que je reconnaissais de son ancien compte Xbox, le même qu'il utilisait depuis le lycée. Un message datant de 6 mois disait « Mon frère gagne bien sa vie, mais il est radin avec la famille. Comment puis-je l'amener à aider sans demander directement? Besoin d'idées. » Un autre message d'il y a 4 mois, « Est-ce illégal si vos parents co-signent quelque chose pour vous en utilisant le nom de quelqu'un d'autre? Je demande pour un ami. » Et le plus accablant, datant de 2 mois, j'ai réussi à obtenir un gros prêt en utilisant le crédit d'un membre de ma famille. Maintenant, il me suffit de continuer à faire les paiements jusqu'à ce que je gagne le gros lot. Quelles sont les chances qu'il le découvre? Il planifiait cela depuis des mois. Ce n'était pas du désespoir ou un moment de faiblesse. C'était un stratagème calculé. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la dépendance. C'était une fraude préméditée. Danny savait exactement ce qu'il faisait et mes parents l'avaient aidé. J'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai rappelé Patricia à la banque. Mademoiselle Patricia, ici Miguel Rodriguez. J'ai appelé hier au sujet de la fraude hypothécaire. Oui, monsieur Rodriguez. Avez-vous eu l'occasion d'examiner les documents? Je l'ai fait et je dois signaler cela comme une usurpation d'identité et une fraude. Je n'ai jamais signé ces documents, jamais demandé ce prêt, et jamais donné la permission à quiconque d'utiliser mon nom ou mes informations personnelles. Monsieur, c'est une accusation très grave avec des implications légales importantes. Oui, en effet. J'ai besoin de savoir quelle est la procédure de votre banque pour signaler ce type de fraude. Eh bien, nous devrions lancer une enquête interne.
Vous devriez déposer une plainte officielle pour fraude auprès de nous et des forces de l'ordre. Nous devrions également impliquer notre service juridique et potentiellement les autorités fédérales. Que advient-il du prêt actuel pendant l'enquête? Le compte serait immédiatement gelé en attendant le résultat de l'enquête. Et qu'arrive-t-il à l'emprunteur, mon frère, si la fraude est confirmée? Le prêt serait déclaré nul et non avenu. La propriété ferait l'objet d'une procédure de saisie immédiate. Je comprends. Je voudrais déposer cette plainte pour fraude aujourd'hui. Monsieur Rodriguez, je dois vous demander, êtes-vous absolument certain de cela? Ces types d'enquêtes peuvent avoir des conséquences graves pour toutes les personnes impliquées, y compris des poursuites pénales potentielles. Madame, quelqu'un a utilisé mon identité pour obtenir un prêt de 320 000 $ à mon insu et sans mon consentement. Ce sont déjà des conséquences graves pour moi. Je comprends. Pouvez-vous venir cet après-midi avec toute la documentation pertinente? Je serai là à 14 heures. Mais avant d'aller à la banque, j'ai décidé de faire un dernier voyage pour voir ma famille. Je voulais leur donner une chance de se dénoncer volontairement. Peut-être que s'ils avouaient et montraient un remords sincère, j'envisagerais de gérer cela différemment. J'ai trouvé papa dans le garage, maman dans la cuisine, et Danny sur le canapé en train de jouer à des jeux vidéo comme si de rien n'était. Je vais à la banque cet après-midi pour déposer une plainte pour fraude, ai-je annoncé. Danny a mis son jeu en pause et a levé les yeux. Tu vas vraiment faire ça? Oui, même si ça va détruire toute la famille. Danny, tu as détruit la famille quand tu as commis une fraude contre moi. Ce n'était pas censé être une fraude. C'était censé être temporaire, juste jusqu'à ce que je puisse redresser mes finances. Comment le vol de mon identité était-il censé être temporaire? Maman est sortie de la cuisine, se tordant les mains avec cette expression inquiète qu'elle avait portée toute mon enfance chaque fois que l'un de nous avait des ennuis. Miguel, et si nous allions tous à la banque ensemble, pour expliquer la situation? Peut-être qu'il travaillerait avec nous en tant que famille. Maman, la situation est que vous avez commis un crime fédéral. Mais nous sommes une famille, dit papa, sortant du garage. Les familles règlent les choses ensemble. Papa, si je ne signale pas ça, je suis responsable de l'hypothèque de Danny pour toujours. S'il arrête de payer, et il l'a déjà fait, ils peuvent prendre tout ce que je possède pour satisfaire la dette. Nous ne laisserons pas ça arriver, dit maman désespérément. Comment, maman? Tu vas payer une hypothèque de 2400 $ chaque mois avec ton revenu de retraite? Nous trouverons une solution. Peut-être que nous pouvons refinancer cette maison, prendre un prêt sur notre assurance vie. Avec quel argent? Danny doit 30 000 $ de dette de jeu en ce moment. Comment va-t-il faire les paiements hypothécaires alors qu'il ne peut même pas payer ses bookmakers? Danny se leva du canapé, l'air enfin sérieux. Je t'ai dit que j'ai un système maintenant. Je vais regagner cet argent et me rattraper. Danny, tu joues depuis 8 ans. Quand as-tu déjà regagné de l'argent à long terme? Cette fois, c'est différent. J'ai étudié les côtes, j'ai appris de mes erreurs. Ce n'est jamais différent, Danny. Tu es dépendant. Tu as besoin d'une aide professionnelle. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin que ma famille me soutienne au lieu d'essayer de me détruire. Te soutenir, Danny? Je te soutiens depuis des années. J'ai donné à cette famille plus de 25 000 $ au cours des 5 dernières années parce que tu n'arrêtais pas de jouer ton argent de loyer et tes paiements de voiture. C'était différent. En quoi était-ce différent? Parce que tu as donné cet argent volontairement. Et maintenant, tu as pris 320 000 $ sans demander. Ce n'est pas la même chose. Je regardais autour de la pièce ces 3 personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient appris le bien et le mal, qui s'étaient en quelque sorte convaincus que voler mon identité était acceptable parce que c'était pour la famille. Je vais à la banque, dis-je. Je dépose la plainte pour fraude. Ensuite, j'appelle le FBI. Miguel, dit maman, s'il te plaît. Et si Danny remboursait les paiements manquants? Et s'il se faisait aider pour le jeu? Maman, il est trop tard pour ça. Il n'est jamais trop tard pour la famille. Tu as raison, maman. Il n'est jamais trop tard pour la famille. C'est pourquoi vous auriez dû penser à la famille avant de me voler. Alors que je me dirigeais vers mon camion, Danny m'a suivi dehors. Miguel, attends. Laisse-moi te demander quelque chose. Quoi?
Combien gagnes-tu par mois net, après impôts et tout? Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Dis-le-moi, c'est tout. Environ 8500 dollars. Et combien dépenses-tu chaque mois en frais de subsistance? Je ne sais pas. Peut-être 4000 dollars. Donc, tu économises environ 4500 dollars chaque mois. Danny, où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est que 2400 dollars par mois pour cette hypothèque, ce n'est rien pour toi. Tu dépenses plus que ça pour le paiement de ton camion et l'assurance. Je le fixais avec incrédulité. Danny, es-tu sérieusement en train de me demander de payer pour une maison que tu as achetée en volant mon identité? Je te demande d'aider ton frère qui a fait une erreur. Une erreur? Danny, tu n'as pas signé mon nom accidentellement. Tu as planifié ça pendant des mois. J'ai trouvé tes messages en ligne. D'accord, très bien. Mais je suis toujours ton frère. Non, Danny. Les frères ne se volent pas les uns les autres. Tu n'étais qu'un dépendant au jeu qui se trouve partager mon nom de famille. Cet après-midi-là, je suis entré dans la First National Bank avec un dossier plein de preuves et un enregistreur numérique dans ma poche. Patricia m'a rencontré dans une salle de conférence avec 2 autres responsables de la banque, un directeur et quelqu'un de leur service juridique. Monsieur Rodriguez, dit Patricia, nous apprécions que vous soyez venu pour discuter de la situation. Avant de commencer, dis-je, je veux m'assurer que nous sommes tous clairs sur ce dont nous discutons. Quelqu'un a utilisé mon identité pour obtenir frauduleusement un prêt hypothécaire de 320 000 dollars. C'est un crime fédéral. La personne du service juridique a hoché la tête. Sérieusement, nous comprenons la gravité de l'allégation. Bien. J'ai apporté une documentation complète prouvant que je n'ai jamais demandé ce prêt, jamais signé ces documents, et jamais donné la permission à quiconque d'utiliser mon nom ou mes informations personnelles. J'ai ouvert mon dossier et j'ai commencé à exposer les preuves méthodiquement, mon emploi du temps détaillé montrant que j'étais sur un chantier en Louisiane le jour où le prêt aurait été signé, une analyse de signature forensique professionnelle que j'avais payé 800 dollars, montrant que les signatures ne correspondaient pas à mes échantillons vérifiés, des captures d'écran des réseaux sociaux de Danny le montrant se vanter de sa nouvelle maison et posters des photos des clés, des relevés bancaires montrant que la compte provenait du compte d'épargne de mes parents, pas de celui de Danny, des impressions des messages du forum en ligne de Danny discutant du stratagème de fraude. C'est assez complet, dit le directeur, l'air de plus en plus mal à l'aise. Je suis ingénieur. Je crois en une documentation et des preuves appropriées. Monsieur Rodriguez, dit la personne du service juridique, en supposant que nous confirmions que la fraude a eu lieu, quel résultat recherchez-vous? Je veux que mon nom soit retiré de ce prêt immédiatement. Je veux que cela soit signalé aux autorités compétentes comme une fraude, et je veux m'assurer que cela ne puisse plus jamais m'arriver ni à personne d'autre. Nous pouvons certainement vous retirer du prêt si la fraude est confirmée, mais vous comprenez que cela déclencherait une procédure de saisie immédiate. Je comprends. Et votre frère perdrait la maison? Je comprends. Et votre famille ferait probablement face à de graves accusations criminelles. Je comprends cela aussi. Patricia se pencha en avant. Monsieur Rodriguez, cela semble être une affaire de famille qui a mal tourné. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre cela dans toute la mesure de la loi? C'est là que je leur ai donné la réponse qui les a laissés sans voix. Laissez-moi vous dire de quoi je suis sûr, dis-je, en les regardant chacun droit dans les yeux. Je suis sûr que mon frère est un dépendant au jeu qui a systématiquement détruit son crédit en pariant chaque dollar qu'il a jamais gagné. Je suis sûr que mes parents l'ont aidé à commettre une fraude parce qu'ils sont des complices qui ont couvert sa dépendance pendant des années au lieu de lui obtenir une aide réelle. Je suis sûr que si je ne signale pas ce crime, je serai financièrement responsable d'une hypothèque sur une maison dans laquelle je ne vivrai jamais, pour une dette que je n'ai jamais accepté de contracter. J'ai fait une pause et j'ai sorti mon téléphone. Mais voici ce dont je suis le plus sûr. Il y a 3 heures, j'ai appelé la division des crimes financiers du FBI et j'ai déposé une plainte formelle. L'agent spécial Williams attend votre appel dans les 24 heures. La pièce devint silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. J'ai aussi appelé le département bancaire du Texas et j'ai déposé une plainte concernant les pratiques de prêt de votre banque. Comment une institution financière réputée approuve-t-elle une hypothèque de 320 000 dollars sans vérifier correctement que le co-emprunteur a réellement signé les documents? Le visage du directeur devint pâle. Et une dernière chose, continuai-je calmement.
J'ai appelé le bureau du procureur de district et j'ai parlé avec le procureur qui s'occupe des cas de fraude hypothécaire. Ils sont très intéressés par cette affaire, en particulier la partie où mon frère a posté sur ses plans sur les réseaux sociaux 6 mois avant de commettre la fraude réelle. Je me suis levé et j'ai fermé mon dossier. Alors oui, je suis absolument sûr de vouloir poursuivre cela jusqu'au bout, car la seule chose pire que d'être victime d'un crime, c'est d'être victime d'un crime et de ne rien faire. La personne du service juridique a finalement parlé. Monsieur Rodriguez, nous devrons mener notre propre enquête. Non, vous ne comprenez pas. L'enquête est déjà en cours. Le FBI sera ici lundi matin avec des mandats fédéraux pour tous les documents de prêt, les enregistrements des caméras de sécurité et les entretiens avec les employés. Je ne suis pas ici pour commencer une enquête. Je suis ici pour vous informer que vous en faites déjà partie. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Oh, et une dernière chose. Quand vous appellerez mon frère pour lui parler de la saisie, vous pourriez vouloir mentionner que son historique de recherche sur Internet fait partie de l'enquête fédérale. Apparemment, faire des recherches sur la façon de falsifier des signatures et sur les peines pour fraude hypothécaire n'était pas très malin. Le directeur se leva rapidement. Monsieur Rodriguez, nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Le temps de trouver un arrangement était avant que votre banque n'approuve un prêt frauduleux. Maintenant, vous allez devoir vous arranger avec les enquêteurs fédéraux. Je suis sorti de cette banque en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des semaines. Mais la vraie satisfaction était encore à venir. Le FBI a agi plus vite que je ne l'avais prévu. Le mercredi de la semaine suivante, ils avaient exécuté des mandats de perquisition chez mes parents, chez Danny et dans les dossiers de la banque. Ce qu'ils ont trouvé était bien pire que ce que j'avais imaginé. Danny n'avait pas seulement commis une fraude hypothécaire. Il menait un stratagème systématique depuis plus d'1 an. Ils ont trouvé des documents falsifiés avec ma signature sur 3 demandes de prêts différentes dans diverses banques. Plusieurs fausses fiches de paie me montrant gagnant $200 000 par an dans une entreprise qui n'existait pas. Des captures d'écran de mes réseaux sociaux qu'il avait utilisés pour prouver que mon style de vie correspondait aux déclarations de revenus. Des conversations par SMS détaillées entre lui et mes parents planifiant la fraude étape par étape. Un historique de recherche Internet incluant combien de temps avant que la fraude hypothécaire ne soit découverte et les membres de la famille peuvent-ils se poursuivre les uns les autres. Un carnet manuscrit avec mes informations personnelles et des signatures d'entraînement. Mais la preuve la plus accablante était ce qu'ils ont trouvé sur l'ordinateur de Danny, une feuille de calcul Excel détaillée suivant ses pertes de jeu au cours des 2 dernières années. Montant total, $127 000. L'hypothèque n'était pas sa première fraude. C'était juste la plus grosse. Il utilisait mon identité pour de plus petites arnaques depuis des mois. Mes parents ont été arrêtés jeudi matin à 6 heures. Danny a été arrêté vendredi après-midi dans un casino en Louisiane où il était allé pour regagner l'argent de l'hypothèque. Tous les 3 ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude hypothécaire, d'usurpation d'identité et de fraude par virement. Les nouvelles locales ont repris l'histoire, une famille de Houston arrêtée pour un stratagème de fraude hypothécaire de $320 000. Mon téléphone a commencé à sonner constamment, parents, amis de la famille, gens du vieux quartier, même certains de mes collègues qui avaient vu les nouvelles. La moitié d'entre eux étaient en colère contre moi pour avoir détruit la famille. L'autre moitié était choquée que mes parents et Danny aient fait quelque chose d'aussi incroyablement stupide. Mon oncle Carlos m'a appelé samedi matin, la voix tremblante de colère. Miguel, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tes parents sont en prison. Ils ont commis une fraude, oncle Carlos. Ils ont utilisé mon nom pour obtenir à Danny un prêt hypothécaire sans ma permission. Mais ce sont tes parents, mec. La famille ne fait pas ça à la famille. La famille ne vole pas la famille non plus. Ne peux-tu pas simplement abandonner les charges? Régler ça en privé. Je ne peux pas abandonner des charges fédérales. Ce n'est pas comme ça que le système juridique fonctionne. Mais tu aurais pu choisir de ne pas le signaler en premier lieu. Oncle Carlos, si je ne l'avais pas signalé, je serais responsable d'une dette de $320 000 pour une maison que je ne possède pas. Ils auraient complètement détruit ma vie financière. Tes parents ne te laisseraient jamais ça arriver. Mes parents ont déjà laissé ça arriver quand ils ont commis la fraude en premier lieu. Cet après-midi-là, la sœur de ma mère m'a appelé en pleurant hystériquement. Miguel, ta mère est dévastée. Elle est en prison à cause de toi. Tante Maria,
Elle est en prison parce qu'elle a commis un crime. Elle essayait juste d'aider Dany à reprendre sa vie en main. En me volant? Tu gagnes bien ta vie. Tu pourrais te permettre d'aider ton frère. J'aide mon frère. J'ai donné à cette famille 25 000 $ au cours des 5 dernières années. Mais ce n'était pas demander de l'aide. C'était du vol. C'est toujours la famille. Non, tante Maria. La famille demande de l'aide quand elle en a besoin. Les criminels volent ce qu'ils veulent et espèrent ne pas se faire prendre. Le lundi, la banque avait officiellement entamé la procédure de saisie de la maison de Dany. Le journal local a publié un article de suivi sur le stratagème de fraude hypothécaire familiale qui incluait des entretiens avec des voisins disant qu'ils s'étaient toujours demandé comment Dany pouvait se permettre une si belle maison sans emploi stable. Mardi matin, j'ai reçu un appel de la prison du comté. Dany voulait parler. Miguel, mec, s'il te plaît. Tu dois m'aider ici. T'aider? Comment? Dis-leur que tout ça a été un malentendu, que tu étais au courant du prêt mais que tu l'avais oublié. Dany, ce serait un parjure. J'irai en prison aussi. Allez, mec. On est frères. Les frères ne se volent pas les uns les autres. J'allais le rembourser un jour. Avec quel argent? Tu dois 127 000 $ de dette de jeu. Comment connais-tu ce montant exact? Le FBI a trouvé ta feuille de calcul, Dany. Ils savent tout sur tes pertes de jeu, tes dettes, tes combines, tout. Miguel, s'il te plaît. J'irai en cure de désintoxication. Je me ferai aider. Je te rembourserai chaque centime. Comment vas-tu me rembourser depuis une prison fédérale? La prison? Ils ont dit que je pourrais obtenir une mise à l'épreuve si tu ne pousses pas pour des charges maximales. Dany, tu as commis une fraude fédérale. Tu vas en prison fédérale. Pour combien de temps? Mon avocat dit probablement de 3 à 5 ans. Maman et papa pourraient avoir 2 à 3 ans chacun. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Miguel, tu vas vraiment laisser tes propres parents aller en prison? Dany, nos parents vont en prison parce qu'ils ont choisi de commettre des crimes. Je n'ai pas fait ce choix pour eux. Mais tu pourrais arranger ça si tu voulais. Non, Dany. La seule personne qui aurait pu arranger ça, c'était toi, en ne jouant pas de l'argent que tu n'avais pas et en ne volant pas mon identité pour obtenir plus d'argent pour jouer. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Purge ta peine, deviens sobre, et ne me contacte plus jamais. J'ai raccroché. Les audiences de plaider coupable étaient prévues 6 mois plus tard. L'avocat de mes parents a contacté mon avocat au sujet d'un éventuel accord. Il plaiderait coupable à des accusations réduites si j'acceptais de ne pas poursuivre pour dommages et intérêts civils. Ma réponse a été simple, pas d'accord. À l'audience, tous les 3 ont plaidé coupable aux accusations de fraude fédérale. Le juge n'a pas été sympathique à leur situation. Monsieur et Madame Rodriguez, a-t-il dit à mes parents, vous avez violé la confiance fondamentale de votre propre fils pour permettre la dépendance au jeu de votre autre fils. Au lieu de lui obtenir une aide professionnelle, vous avez choisi de commettre des crimes graves. Vous êtes chacun condamné à 18 mois de prison fédérale, suivi de 2 ans de liberté surveillée. Monsieur Daniel Rodriguez, vous avez systématiquement fraudé les institutions financières et volé l'identité de votre frère pour financer votre dépendance au jeu. Vos actions auraient pu détruire l'avenir financier de votre frère. Vous êtes condamné à 4 ans de prison fédérale suivi de 3 ans de liberté surveillée. Alors qu'ils étaient emmenés menotter, maman m'a regardé une dernière fois. Elle a articulé les mots « Je suis désolé ». J'ai hoché la tête en signe d'accusé de réception, mais je ne lui ai pas pardonné. Après la condamnation, la banque m'a contacté au sujet de la propriété saisie. Monsieur Rodriguez, nous comprenons que cette situation a été difficile pour votre famille. Si vous êtes intéressé, nous serions disposés à vous vendre la propriété à un rabais important. La maison était estimée à 320 000 $. Ils me l'ont offerte pour 240 000 $. J'ai contre-offert avec 210 000 $ en espèces, transaction conclue en 30 jours. Ils ont accepté immédiatement. 1 mois plus tard, je possédais la maison de Dany. J'ai dépensé 15 000 $ pour la rénover, nouvelle moquette, peinture fraîche, appareils électroménagers mis à jour. Ensuite, je l'ai loué pour 2 800 $ par mois à une gentille famille avec un excellent crédit.
Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. 8 mois après le début de leur peine, maman m'a appelé de la prison fédérale. Miguel, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide avec mon compte de cantine. Tout ici est si cher et la nourriture est terrible. De combien as-tu besoin? Juste 100 $ pour des choses de base comme du savon et du dentifrice décent. Maman, te souviens-tu de ce que tu m'as dit quand je t'ai demandé pourquoi tu ne m'avais pas simplement demandé de l'aide au lieu de commettre une fraude? Que veux-tu dire? Tu as dit que j'aurais dit non. Que j'étais trop égoïste pour aider la famille dans le besoin. Miguel, j'avais tort. J'étais désespéré, effrayé et j'avais tort. Tu avais raison, maman. Si Danny m'avait demandé de co-signer une hypothèque pour qu'il puisse jouer plus d'argent, j'aurais dit non. Mais c'est différent. Ce sont juste des produits de première nécessité pour survivre. Non, maman. Ce sont les conséquences. Tu as choisi de me voler au lieu de demander de l'aide. Maintenant, tu dois vivre avec les résultats de ce choix. Miguel, s'il te plaît. Je suis ta mère. Ma mère n'aurait pas volé mon identité pour permettre la dépendance au jeu de mon frère. J'ai raccroché. Papa a appelé 2 semaines plus tard. Fils, ta mère passe un moment très difficile là-dedans. Les autres détenus sont durs et elle a peur. Ne peux-tu pas l'aider juste un peu? Papa, tu m'as appris que les actions ont des conséquences. Tu m'as appris que voler est mal. Tu m'as appris à prendre la responsabilité de mes erreurs. Je sais, mais... Alors prends la responsabilité des tiennes. Miguel, nous sommes toujours une famille. Papa, nous avons cessé d'être une famille quand tu as choisi la dépendance au jeu de Danny plutôt que ma sécurité financière. Et si nous te remboursions quand nous sortirons? Chaque centime. Avec quel argent? Vous avez hypothéqué votre maison pour payer les frais juridiques de Danny. Nous trouverons une solution. Trouver des emplois, vendre des choses. Non, papa. Vous trouverez une solution. J'en ai fini de trouver des solutions pour cette famille. Danny m'a appelé le mois dernier de prison. Miguel, je suis sobre depuis 18 mois maintenant. Je vais aux réunions des joueurs anonymes tous les jours. Je suis une personne complètement différente. Tant mieux pour toi. Je veux faire amende honorable. Je veux te rembourser pour tout ce que je t'ai coûté. Combien penses-tu me devoir? Je ne sais pas. Peut-être 50 000 $ pour les ennuis et les frais juridiques. Danny, tu m'as coûté 15 000 $ en frais d'avocat, 5 000 $ en frais de comptabilité et d'enquête forensique, et environ 200 heures de mon temps à gérer ce gâchis, plus les dommages émotionnels et le stress que tu m'as fait subir. Combien cela fait-il au total? Mon avocat l'a calculé à 127 000 $. Le montant exact que tu as perdu au jeu en 2 ans. Je n'ai pas ce genre d'argent. Je sais. C'est pourquoi j'ai acheté ta maison. Tu as acheté ma maison? Oui. Je l'ai eue pour 210 000 $ à la vente aux enchères de saisie. J'ai mis 15 000 $ dans les rénovations. Elle vaut environ 340 000 $ maintenant. Tu gagnes de l'argent sur ma maison? Je gagne de l'argent sur la maison que tu as achetée avec mon identité volée, la maison que tu as perdue parce que tu ne pouvais pas t'arrêter de jouer assez longtemps pour faire les paiements. C'est tordu, mec. Danny, tu veux savoir ce qui est tordu? Ce qui est tordu, c'est un dépendant au jeu qui vole l'identité de son frère pour acheter une maison, puis la perd parce qu'il a parié les paiements hypothécaires sur le football fantasy. Je ne suis plus cette personne. Prouve-le. Reste sobre pendant 5 ans. Trouve un vrai travail quand tu sortiras. Paie tes propres factures. Alors peut-être que nous pourrons parler. Et d'ici là? D'ici là, profite des 3 années qu'il te reste en prison fédérale. Hier, j'ai reçu mon chèque de loyer mensuel de l'ancienne maison de Danny, 2800 $. J'ai perçu plus de 30 000 $ de loyer jusqu'à présent. La maison a pris de la valeur jusqu'à 350 000 $. Mon profit total sur leur fraude, environ 125 000 $ et ce n'est pas fini. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir poursuivi ma propre famille, si je pense que j'ai été trop dur ou impitoyable. La réponse est absolument non. Ils ne m'ont pas considéré comme de la famille quand ils m'ont volé. Ils m'ont considéré comme une tirelire,
quelqu'un dont ils pouvaient utiliser le crédit et l'identité pour résoudre les problèmes de jeu de Danny sans conséquences. Ils se sont trompés sur les conséquences. Chaque mois, lorsque je dépose ce chèque de loyer, je me souviens de quelque chose d'important. Les complices n'existent que lorsque leurs victimes les laissent faire. Je ne les ai pas laissés faire. Et maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences pendant que je profite de leurs crimes. La justice ne se limite pas à la punition. Parfois, il s'agit de retourner les armes de vos agresseurs contre eux. Ils ont utilisé mon identité pour commettre une fraude. J'ai utilisé leur fraude pour bâtir ma richesse.